Si je disparaissais demain, personne ne le remarquerait. » Ces mots, griffonnés dans le journal de Sophia à 15 ans, reposent désormais encadrés dans son appartement de Manhattan. Ses doigts, autrefois tremblants sur un bureau de lycée, signent désormais sans effort des contrats de mannequinat. Elle trace à l'encre, effacée mais jamais oubliée, une conversation silencieuse avec la fille qui croyait autrefois que son corps la rendait indigne d'exister. Dans un secteur où 97% des candidats sont rejetés, la jeune fille autrefois considérée comme trop grande pour s'intégrer au tissu social du lycée a défié des probabilités impossibles pour figurer parmi les 3% qui endurent. Mais ce n'est pas une question de célébrité. Il s'agit de la façon dont la douleur, transformée par la résilience, devient un objectif plus grand que n'importe quelle couverture de magazine. Comment un appartement ensoleillé peut exister à des mondes de l'ombre où elle se cachait autrefois des miroirs? Le journal en cuir usé était ouvert sur le bureau de Sophia, ses pages raidies par les résidus de larmes séchées. Ses doigts hésitaient tandis qu'elle feuilletait une entrée datant de ses 15 ans. L'écriture avait changé. Les lettres rondes de l'enfance cédaient la place à une écriture comprimée, comme si elle essayait de prendre moins de place, même sur la page. Le 15 septembre, j'ai senti leur regard aujourd'hui. Encore une fois, comme de minuscules aiguilles dans mon dos alors que je me dirigeais vers le cours de chimie. Alexis a murmuré quelque chose à Madison et elles ont toutes les deux ri. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais mon visage était si brûlant que j'ai cru que ma peau allait fondre. Les couloirs du lycée de Westlake étaient un champ de bataille déguisé en école. Pour s'y retrouver, il fallait faire preuve de stratégie, éviter certains casiers, choisir les bonnes toilettes, trouver des professeurs qui laissèrent les élèves s'attarder dans leur salle de classe pendant les pauses. La survie s'était inscrite dans la mémoire musculaire. Épaules voûtées, yeux baissés, livres serrés comme une armure. En deuxième année, les toilettes des filles du 3e étage étaient devenues son refuge. Dans la dernière cabine, la seule dont la porte était réellement verrouillée, elle s'asseyait, le dos contre le mur de céramique froide, les pieds calés contre la porte, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse sortir en toute sécurité. « Le 30 octobre !» Brittany a distribué des invitations pour sa fête au bord de la piscine aujourd'hui. Lorsqu'elle est arrivée à mon bureau, elle a continué à marcher. Plus tard, je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Il y avait 30 invitations, 32 personnes dans notre classe. Ces moments n'étaient pas seulement des rejets, c'étaient des effacements. Le comité de l'annuaire a prétendu que sa photo avait été recadrée en raison de problèmes de cadrage. Mais elle s'est rendue compte plus tard qu'ils avaient entièrement découpé son corps. Le bureau standard de la classe d'anglais qui lui pressait les flancs lui rappelait quotidiennement qu'elle n'était pas à sa place. Le 5 décembre, maman a laissé un autre livre de régime sur ma table de nuit. Celui-ci a des photos avant et après sur la couverture. Je déteste qu'elle ne dise jamais rien ouvertement. Juste ces petits messages silencieux qui montrent à quel point je suis dégoûtant. À la maison, l'examen minutieux était plus perçant qu'à l'école. La désapprobation vacillante de son père quand elle en prenait une deuxième. Le pull de Noël que sa mère avait acheté d'une taille trop petite. Quelque chose à améliorer. La question forte et sans filtre de son frère au centre commercial. Pourquoi ne peux-tu pas porter de jolis vêtements comme les autres filles? Sophia a appris à devenir invisible. Elle parlait doucement, ce qui obligeait les autres à se pencher vers elle, même si c'était rarement le cas. Elle prenait des notes pendant qu'elle mangeait, afin que personne ne voie la nourriture entrer dans sa bouche. Elle s'attardait aux abords des pièces, à la périphérie des photographies, dans des conversations auxquelles elle ne participait jamais pleinement. 14 février, bal d'hiver ce soir. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais maman m'a dit que ça me ferait du bien de me mettre en avant. J'aurais préféré ne jamais l'écouter. Le gymnase scintillait de lumière scintillante et de cœurs en papier crépon. Sophia se tenait près de la table des rafraîchissements, tendant la main vers un biscuit lorsqu'elle entendit 2 garçons du cours de mathématiques. 20$ disent que personne ne dansera avec la grosse fille toute la nuit. De l'argent facile.
Qui voudrait être vu avec elle? Ces mots semblaient définitifs, mais l'univers a une étrange façon de réécrire même nos conclusions les plus certaines. Sophia n'avait jamais envisagé que quelqu'un puisse voir son corps différemment de ce qu'on lui avait appris à voir elle-même. Chicago en novembre n'offrait aucune pitié. La pluie transformait la ville en une aquarelle floue et grise. À 17 ans, elle se déplaçait dans les rues en se penchant vers l'intérieur. Un réflexe aiguisé par des années de tentatives de disparition. 2 ans s'étaient écoulés depuis le bal d'hiver, mais l'habitude de se faire plus petite s'était durcie en instinct. En retard pour son cours de psychologie, elle a tourné trop vite à un coin de rue. La collision s'est produite en un instant. Son épaule contre celle de quelqu'un d'autre, un halètement de surprise, du café brûlant se répandant sur leur manteau. « Je suis désolé », balbutia-t-elle, les yeux fixés sur le trottoir, se préparant au dégoût, à l'agacement, à la remarque acerbe qui suivait toujours. Ses mains fouillaient dans son sac à la recherche de serviettes, mais les mots durs ne sont jamais venus. « Ce sont des choses qui arrivent, » dit une voix. « Est-ce que tu vas bien ?» Sophia leva les yeux, prudente et confuse. La femme devant elle se tenait calme malgré le café qui tachait son trench-coat d'apparence coûteuse. Elle étudiait Sophia, non pas avec mépris ni avec dédain, mais avec quelque chose d'entièrement différent. « Avez-vous déjà été mannequin auparavant ?» Un rire creux s'échappa des lèvres de Sophia. « Ce n'est pas drôle ?»« Je ne plaisante pas, » a répondu la femme. « Je m'appelle Ellen Winters et je travaille pour l'agence de mannequins Horizon. Nous développons notre division grande taille et vous avez exactement le type de présence que nous recherchons. » Sophia a pris la carte de visite par instinct, convaincue qu'il s'agissait d'une farce élaborée. Elle l'avait oubliée dans la poche de son manteau jusqu'au jour de la lessive. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle a tracé les lettres en relief, la suspicion et la curiosité se livrant une guerre en elle. La pluie claquait contre sa fenêtre alors qu'elle cherchait l'agence en ligne. C'était réel. Pendant une semaine, elle a hésité. Elle a composé 6 numéros avant de raccrocher. Elle a répété la conversation dans sa tête. « Je suis la fille que tu as rencontrée sous la pluie. » Non, tu voulais probablement parler de quelqu'un d'autre. Mais le 8e jour, alors qu'une nouvelle averse s'allumait, quelque chose a changé. Si personne ne remarquait son absence, qu'avait-elle à perdre à être vue? Il s'agit de la version épurée des 3 premières parties, conservant le même nombre de mots tout en renforçant le poids émotionnel et le rythme. Souhaitez-vous que je continue avec la même approche pour le reste du texte? Voici la suite, conservant la même profondeur, le même rythme et la même résonance émotionnelle. Aucune chute n'est arrivée, pas de rire cruel, seulement quelque chose de bien plus terrifiant. Une invitation à se présenter devant le monde sans excuse. Le passage des épaules voûtées à la présence délibérée a nécessité de démanteler des croyances ancrées dans l'esprit et les muscles. Cela a commencé sous la dure exposition d'un studio de photographie où l'absence d'endroit où se cacher est devenue exactement le but. La pièce était austère, murs blancs, lumières incessantes, chaque ombre effacée. Chaque centimètre de luminosité semblait une accusation, comme s'il était déterminé à mettre en lumière chaque défaut que Sophia avait passé des années à dissimuler. Elle se tenait figée, son corps essayant instinctivement de rétrécir. Marco, le photographe, l'observait sans expression, son silence plus troublant que la critique. « Tu te protèges de quelque chose qui n'est pas là », dit-il enfin. Gia, une maquilleuse, travaillait autour d'elle comme un colibri, murmurant à propos de ses pommettes incroyables. Sophia tressaillit devant le compliment. Lorsque Gia releva le menton de Sophia, elle murmura « Tu as des yeux pour lesquels les gens tueraient, arrête de les cacher. » Le premier tournage a été comme une fouille de toutes les insécurités. Chaque fois que Sophia essayait instinctivement de se cacher, Marco intervenait. « La caméra voit ce que vous pensez de vous-même, » lui a-t-il dit. En ce moment, elle voit quelqu'un qui pense s'excuser d'exister. Lorsqu'il lui a montré les clichés d'essai, elle a à peine reconnu la femme sur les images, non pas parce qu'elles avaient été retouchées, mais parce qu'elles capturaient des moments où, même brièvement, elle avait oublié de disparaître.
Dans les semaines qui ont suivi, Sofia a travaillé avec Daria, une coach de mouvement avec la précision d'un professeur de ballet. « Ton corps est un instrument, pas une excuse », lui rappelait Daria chaque fois qu'elle s'affaissait, ses muscles résistant à l'étirement inhabituel de la position debout. Sofia a eu du mal. L'industrie s'est montrée moins patiente. Lors de son premier casting, le créateur a pincé les lèvres. Elle est trop grande pour les tailles standards, mais pas tout à fait adaptée pour les tailles plus, a-t-il déclaré. Sofia restait immobile tandis qu'il discutait de son corps comme d'un vêtement mal ajusté. Le refus est arrivé quelques jours plus tard. Il manque la confiance dont notre marque a besoin. Cette nuit-là, la frustration s'est transformée en un appel téléphonique à la maison. « Je ne sais pas comment être regardée », sanglota-t-elle dans le combiné. « J'ai passé toute ma vie à apprendre à ne pas être vue. » Silence. Puis quelque chose s'est fissuré à l'autre bout du fil. « Je suis désolée de t'avoir fait ressentir ça, » dit sa mère. La conversation s'est prolongée jusqu'au petit matin. Des regrets ont fait surface dans des confessions à moitié brisées, sa mère admettant la façon dont elle avait projeté ses propres insécurités corporelles, son père luttant pour exprimer sa culpabilité face aux commentaires négligents à table. « Nous n'avons pas su te protéger de ce que nous n'avions pas guéri en nous-mêmes, » murmura sa mère tandis que l'aube peignait l'appartement de Sofia en or. Plus tard, Elena, la thérapeute du mouvement qui deviendrait son mentor, a enseigné à Sofia une nouvelle façon de s'habiter. « Ressens le poids de ton corps sur le sol », lui a expliqué Elena. « Cette pression n'est pas un fardeau, c'est la preuve que tu appartiens à cet endroit. » Les mois passèrent. Les leçons, physiques, émotionnelles, commencèrent à se faire sentir. 6 mois plus tard, elle se tenait sur le plateau d'une campagne publicitaire majeure. Les pieds bien ancrés au sol, les épaules détendues mais droites, le regard fixé. « Parfait !» s'exclama le photographe. « Tu es un génie !» Un petit sourire effleura ses lèvres. « Non, je ne le suis pas, pensa-t-elle. C'était une leçon. » 5 ans après avoir marché pour la dernière fois avec les épaules voûtées et les yeux baissés, les portes du lycée de Westlake se dressaient à nouveau devant elle. Les murmures la poursuivaient toujours. Mais cette fois, ils étaient porteurs de quelque chose de différent. De l'étonnement plutôt que de la cruauté, de la reconnaissance plutôt que du ridicule. À l'intérieur du Westlake Coffee House, à 3 pâtés de maison de l'école, un numéro d'elle était ouvert sur une table. Une pleine page. Sofia, drapée dans des tissus d'automne, le regard fixe. La barista ne cessait de regarder le magazine et la vraie femme assise de l'autre côté de la pièce, comme si elle s'efforçait de réconcilier les deux. Sofia Collins, question Mark. Amanda Reeves, ancienne pom-pom girl en chef, l'une des architectes de l'humiliation du bal d'hiver. Sofia leva les yeux. « Bonjour, Amanda. » Amanda bougeait inconfortablement, son café au lait serré trop fort. « Je ne t'ai presque pas reconnu, » dit-elle, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Sofia n'avait pas changé, elle avait simplement arrêté de se cacher. Les mots qui ont suivi étaient un mélange de compliments maladroits et de souvenirs peu enthousiastes. Elle a parlé de « comment les choses étaient à l'époque », des phrases qui se sont transformées en excuses non formulées. Sofia ne répondit rien. Elle n'avait aucune envie de ressasser le passé avec quelqu'un qui n'en avait jamais souffert. Plus tard, alors qu'elle se dirigeait vers l'école, elle remarqua à quel point elle occupait l'espace différemment. Son corps n'avait pas rétréci. Sa présence avait grandi. Dans l'auditorium, des rangées d'étudiants lui faisaient face. Leur énergie était agitée, à moitié curieuse, à moitié distraite. Elle scruta la foule. Au dernier rang, une jeune fille aux cheveux auburn était assise, voûtée, comme repliée sur elle-même. 3 rangs plus loin, un garçon portant des lunettes fixait ses mains. D'autres, trop nombreux, affichaient la même posture protectrice que Sofia avait autrefois perfectionnée. Elle ne leur a pas parlé des couvertures de magazines ou des contrats. Elle leur a plutôt parlé de la salle de bain du 3e étage, des pages de son journal intime trempées de larmes, du poids de la honte sur sa propre peau. Quand elle eut fini, une file d'attente se forma.
La dernière à s'approcher fut la fille aux cheveux auburn. Elle hésita, les yeux baissés. « Ils me disent la même chose, » murmura-t-elle. Sophia reconnut le léger tremblement dans sa voix. « Veux-tu marcher avec moi ?» demanda-t-elle. Ils se dirigèrent vers la bibliothèque, s'installant dans un coin ensoleillé entre les étagères d'histoire et de littérature. « Puis-je voir vos mains ?» demanda Sophia. La fille hésita avant de les lui tendre, les doigts repliés vers l'intérieur, les paumes vers le bas dans une posture de défense. Doucement, Sophia les retourna, paumes vers le haut. « Ce sont ces mains qui construiront votre avenir, » a-t-elle déclaré. « Ce ne sont pas leurs mots qui construiront votre avenir. » L'entrepôt était un témoignage de la transformation, pas seulement de celle de Sophia, mais d'une industrie qu'elle était déterminée à remodeler. Sur le panneau fraîchement peint, on pouvait lire « Embodied Agency, agence incarnée ». Le nom lui-même était un acte de défiance envers un monde qui a longtemps traité les corps comme des objets plutôt que comme des expressions de pouvoir. Le mannequinat lui a donné de la visibilité, mais la visibilité ne signifiait rien si elle n'ouvrait pas des portes aux autres. L'industrie a rencontré une certaine résistance face à sa vision. Les investisseurs ont jugé qu'elle était trop spécialisée. Un investisseur en capital risque lui a suggéré de se concentrer sur le mannequinat tant qu'elle le pouvait encore. Puis est arrivée Regina Winters, rédactrice de mode à la retraite, vétéran de l'industrie. « Ce n'est pas de la charité », avait dit Regina en faisant glisser un chèque sur la table. « C'est de l'évolution. » En quelques mois, l'entrepôt s'est transformé. Il est devenu un espace où des mannequins de toutes tailles, de tous horizons et de toutes identités ont trouvé non seulement des opportunités, mais aussi un sentiment d'appartenance. La première campagne d'Embodied Agency a redéfini les attentes du secteur. 35 mannequins, d'âge, de silhouettes et d'histoires variées, ont été photographiés dans des moments réels, sans poser. Lorsqu'on lui a demandé quel message elle avait pour ceux qui luttent encore contre la honte corporelle, Sophia a répondu simplement « La guérison ne consiste pas seulement à apprendre à aimer son reflet. Il s'agit de créer des espaces où les autres n'auront pas à souffrir comme vous. Transformez votre douleur en architecture. Construisez des sanctuaires où les gens peuvent exister sans avoir à s'excuser. » Le miroir n'était plus un ennemi. Dans la douce lumière ambrée de son appartement, Sophia se tenait devant elle, imperturbable. Sur sa table de nuit, le journal en cuir usé était ouvert. L'entrée de ce soir attirait la lumière de la lampe. Aujourd'hui, j'ai vu Mia se tenir devant la caméra pour la première fois. Ses mains tremblaient, jusqu'à ce que je lui montre que les miennes tremblaient aussi. Derrière la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, chacune représentant une vie qui se déroulait. La silhouette de Sophia se détachait clairement sur la lueur chaleureuse. Elle ne se cachait plus. Des chemins éclairants pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité qu'elle connaissait si bien autrefois.